c'est yo. Tout ce que t'es fermé, nous venons ouvrir. Pour ne pas yo. Que la vie pas finie. Haïti pays n'a pas péri. N'importe quel de malade pas le guéri. Oh. Assez, on dit assez. Sentin pas capable encore. Chanel Boustadjan. Je remercie chaque monde qui est là, chaque monde qui est toujours venu participer dans l'émission Sarah de Boustadjan TV. Nous là pour nous informer, nous là pour nous éduquer, nous là pour nous apprendre à gagner notre savoir. Nous connaissons que Chanel là, c'est Chanel du savoir. Partagez live, partagez connaissances nous ensemble. Chanel. Politique ça va bon pour nous. Chanel Boustadjan. Et regardez, on tisem kou vin bon là, m'pa prétend pile. Est-ce qu'on connaît un cas mélangé dans mes entités sionistes là? Là, on a parlé de entités sionistes, on a parlé d'Israël et qui supporté par les États-Unis qui se boit des bananes. Est-ce qu'on connaît Monsieur Émirats Arabes Unis qui c'est un allié pour Israël dans le Golfe là, sur route là pour aller goumer beaucoup de Iran contre Israël et les États-Unis? Ça a fait oui, mais je vais bonne information. Je date déjà, je dis année 18 mars. OK, c'est ma date 18 mars 2026. En avance. Regardez. Monsieur Émirats Arabes Unis font remarque. Nèg yo constaté Monsieur Iranien laissé yo ka bombarder en dans Émirats Arabes Unis. Nèg yo bombarder seulement des business qui gen rapport ou bien des entreprises marronnées qui gen rapport avec États-Unis seulement. Mais nèg yo remarqué gon drone qui semble à drone Shahed monsieur Iranien yo ka bombarder des entreprises qui pas gagné pour avec États-Unis. Nèg yo dit non, n'a menon ti enquête. Selon enquête monsieur Katayo, c'est Israël qui a baillé des ordres là. Nèg yo imité un drone qui semblait couper tête avec pas monsieur Iranien yo, mais qui pas drone iranien. Eh bien monsieur Katayo, yo nervé. Nèg yo dit yo pral obligé bombarder Israël tout. Attendez oui. Nèg yo dit yo pral goumer bon côté Iran tout pour bombarder Israël parce que Israël a baillé des ordres. Israël a mis dans jouet là. On bon ali m'dou. Pas oublier m'dou, c'est en dans Qatar ou bien en dans Émirats Arabes Unis, gen 3 bases militaires américaines qui contrôlent des toits d'Hormuz. Et bien jodi là Qatar décide de lever camper parce que Israël a mis dans jouet là sous dos iranien. C'est ça vinn bon. L'homme fin baoul ou pral le temps de la presse occident ou aller pas faire pile bruit mais Zuni baoul avant. Connecté avec nous regardez. Toujours qui ton petit commentaire. Regardez ou mettre ban mon petit lettre seulement. Là regardez, là bagay nan même. Tout simple. Et puis allons-y ni ça papa. Bonjour, bonsoir compatriotes. Là, pour moi, ce n'est pas une statue, c'est un corps humain pétrifié. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la pétrification des humains, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allez, bye! Ils t'ont encore menti. Ils t'ont dit que ces statues avaient été sculptées. À la main. Par des hommes, avec des marteaux et des ciseaux. Mais ouvre les yeux. Regarde bien. Comment expliquer qu'une statue de la Renaissance porte des veines sous la peau, des traces de doigts figés, des muscles tendus, comme si le corps était encore vivant? Comment expliquer que des visages expriment la douleur, la peur, la colère, comme si l'âme était encore piégée dans la pierre? La vérité, c'est qu'elles n'ont pas été sculptées. Elles ont été pétrifiées. Un ancien monde existait avant le nôtre. Un monde immense, peuplé de géants, d'arbres qui touchaient le ciel, de créatures aujourd'hui effacées. Et un jour, quelque chose s'est produit. Un cataclysme énergétique. Un déluge de silence. Et ce monde a été figé dans la pierre. Regarde ces montagnes. Tu crois voir des rochers. Mais ce sont des corps endormis. Des visages couchés, recouverts de mousse. Des mains pétrifiées, dressées vers le ciel. Des pierres volcaniques,
qui sont en réalité des organes géants minéralisés. Et ces arbres pétrifiés que l'on trouve en Afrique, en Arizona ou en Russie, ce ne sont pas des arbres morts. Hey, mboko cham saisi comme ça. Si n'a regardé na image ça, n'a regardé na poué côté président Jovenel Moïse tap dormi. Et me connaît depuis avant président Jovenel Moïse t'es assassiné, il te gen moyen, il te gen de croix pour dormir. Mes amis, la vie son bagay qui ou pas pour jeune encore, il coûte très cher. Et n'a pas analysé tout pour nous voir que côté Martine Moïse te dit li entrer en Bacabon s'il possible. Nous même capti si ex première dame nan li guérison ou bien ex première dame nan ta supposé ou nous comprendre ça me veut dire passer dans jugement encore parce que attendez bien pour madame moun nan kade côté le coucher au du rentre Bacabon. Pas oublier like et partager vidéo ça. M'tare m'tande nous dans commentaire. Quittez ça nous penser dans commentaire. Moi saute ensemble pour m'attendre directrice renseignement pays États-Unis, on a parlé là de Tulsi Gabbard qui était dans Sénat américain qui t'a répondre question sénateur yo sous dossier guerre Israël États-Unis et puis Iran. Mamzelle pas caché rien. Mamzelle dit toute bagaille parce que pas gain raison pour rien cacher encore. Mamzelle dit le chompito l'île les sous table y a parlé de yo pral attaquer Iran. Mamzelle dit une question me poser président. Me dit monsieur, est-ce qu'on pensait Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis? Avant m'avancer bon petite idée d'elle dit, est-ce que Iran représente une menace imminente? Thème
menace imminente là, c'est un thème juridique et militaire que yo utilisé. Alors, grande puissance yo, surtout utilisé avant même yo attaquer un autre pays. Mais mademoiselle pose une question. Pas oublier tout, c'est la directrice de renseignement des États-Unis. Chompito, pas attendre le bas, ouais. Si on fasse directrice renseignement, li pose, et où tu as de poser la question, est-ce qu'on pas pensé Iran représente une menace imminente pour nous? C'est lui qui pose la question. Et puis mademoiselle conclut pour le dire, monsieur iranien yo, pas recommencer enrichi uranium non. Est-ce qu'on l'a? Son façon pour le dire, patron Donald Trump a bay menti dans les affaires Iran a enrichi uranium pour les armes nucléaires. Moi, je directrice renseignement Tulsi Gabbard dit non, c'est faux et archi faux. Pas de jamais bagay comme ça. Iran recommencer à enrichir uranium. Pas comme ça. Est-ce que LM dit administration tonton nous c'est quoi? On va commencer à comprendre. L'organe directrice renseignement qui gagne mode langage ça devant Sénat américain. Pas dit m'oublier puis devant là, gagne les mi-mandat qu'a fait moi 3 novembre. 3 novembre, pour gagner élection pour député yo parce qu'on est chaque 2 ans et pour gagner élection pour on parti dans le Sénat ou qu'on essaie presque chaque 6 ans mais c'est tout dépend des gens ça passer. Est-ce que là pour gagner élection pour yo? Si monsieur démocrate yo t'arrivé gagner dans chambre représentant une majorité et yo t'a monté dans le Sénat tout. Yo essaie à prendre une bonne partie qui pas impossible suivant ça cap dessiné là dans l'élection mi-mandat, il y a possibilité. Il y a une grande possibilité pour année ça n'a vivre là qui c'est 2026, c'est ta dernière année mandat Donald Trump. Parce que si chambre représentant fait accusation, chambre Sénat joue une majorité, moi quoi 2-3 et chaviré président, nous pas gagner Chompito dans l'année 2027 là comme président. C'est une analyse qui pas impossible. OK? Qu'une vidéo ça ou peut-être a besoin parce qu'on connaît. Nous toujours fait analyse nous qui tombe Jean-Noël là. Qu'une vidéo ça non. Restez connecté à une vidéo qui vient après ça la plus belle. 13 milliards de dollars. C'est le montant que la marine des États-Unis pourrait ne jamais récupérer, ni en acier, ni en technologie, ni dans cette immense puissance flottante qui naviguait autrefois à travers les océans. Le navire qui représentait cette valeur était l'USS Gerald R. Ford, un bâtiment qui représentait bien plus qu'un simple navire de guerre. Chaque fois qu'il apparaissait près d'une côte, ou entrait dans une zone maritime stratégique, les gouvernements de la région comprenaient immédiatement le message. Le navire lui-même était un symbole de la puissance militaire américaine. Un signal indiquant que les États-Unis étaient arrivés et que leur présence avait du poids. Mais aujourd'hui, ce symbole a disparu. Des rapports indiquent maintenant que l'USS Gerald R. Ford repose au fond du golfe Persique. Le porte-avions le plus cher jamais construit se trouve désormais sous l'eau. Le navire le plus avancé de son genre dans le monde repose maintenant à environ 60 mètres sous la surface. Pendant des années, ce porte-avions était au centre de la stratégie américaine de projection de puissance navale dans le monde. Il avait été conçu pour prouver que la puissance maritime américaine ne pouvait pas être facilement défiée ou vaincue. Cette conviction a été ébranlée ce matin. Quelque part dans ces eaux, un navire qui transportait autrefois près de 5000 marins américains a disparu sous la surface. Au moment de l'incident, des milliers de membres d'équipage étaient à bord pour accomplir leur mission. Ils faisaient fonctionner les systèmes du navire. Ils entretenaient les avions. Ils géraient l'une des machines les plus complexes jamais construites par l'humanité. Le Pentagone a confirmé la perte d'un navire de la marine dans le golfe Persique. Au-delà de cette brève confirmation, très peu d'informations ont été officiellement publiées. Le nombre de victimes n'a pas encore été communiqué.
Le nombre de survivants reste inconnu. Des responsables gouvernementaux ont déclaré que davantage de détails seraient publiés lorsque la situation deviendrait plus claire. Pour l'instant, cette déclaration reste l'une des annonces les plus graves faites par un porte-parole militaire américain depuis des décennies. Les mots ont été soigneusement choisis et très limités. Probablement parce que les responsables tentent encore de comprendre l'ampleur complète de ce qui s'est produit. Ils essaient aussi de comprendre ce que cela signifie pour la suite. Et ce qui s'est produit ici pourrait ne pas être seulement un événement militaire. Des événements comme celui-ci peuvent provoquer des effets bien au-delà du champ de bataille. Ils peuvent transformer en même temps les décisions politiques. Ils peuvent affecter la stabilité économique. Ils peuvent également modifier la stratégie mondiale. Lorsqu'un événement d'une telle ampleur se produit, il oblige les gouvernements à reconsidérer certaines certitudes. Les analystes doivent aussi revoir leurs hypothèses. Même les citoyens ordinaires commencent à remettre en question ce qui semblait permanent. Avant d'entrer plus profondément dans les détails, il est important de mentionner quelque chose. De nombreux événements mondiaux évoqués sur cette chaîne suivent souvent des schémas répétitifs. La pression économique s'accumule progressivement. Les tensions géopolitiques augmentent. Finalement, ces pressions conduisent à des tournants majeurs. En étudiant ces modèles, un rapport détaillé appelé Global Crisis Survival Guide a été créé. Ce rapport explique les signaux d'alerte qui apparaissent souvent avant de grandes perturbations mondiales. Il présente également des moyens pratiques pour se préparer à des périodes d'incertitude. Si vous souhaitez lire le rapport complet, vous pouvez le trouver dans le lien de la description ci-dessous. Maintenant, revenons à la situation. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il faut comprendre ce qu'était réellement l'USS Gerald R. Ford. Le navire est officiellement entré en service le 22 juillet 2017. Cela s'est produit après plus d'une décennie de construction. Il a fallu 12 ans pour construire ce porte-avions. Le coût total s'élevait à environ 13,3 milliards de dollars. Cela en faisait le navire de guerre le plus cher jamais construit. Son pont d'envol s'étendait sur 4,5 acres. Il était assez grand pour lancer et récupérer des dizaines d'avions chaque jour. Le navire transportait environ 75 avions. Parmi eux se trouvaient certains des chasseurs les plus avancés du monde. Son système de lancement électromagnétique pouvait propulser un chasseur F-35 entièrement chargé. Il passait de l'arrêt complet à la vitesse de décollage en quelques centaines de pieds seulement. Au cœur du navire se trouvaient 2 puissants réacteurs nucléaires. Ils produisaient près de 600 MW d'électricité. C'est suffisamment d'énergie pour alimenter une ville de 500 000 habitants. Les systèmes radars étaient conçus pour détecter des objets extrêmement petits. Ils pouvaient repérer ces cibles à des centaines de kilomètres de distance. Les armes défensives étaient spécialement conçues pour arrêter les missiles anti-navires les plus avancés. En résumé, l'USS Gerald R. Ford n'était pas simplement un autre navire de guerre. Il avait été conçu pour représenter l'avenir de la puissance navale. Et maintenant, cet avenir repose au fond du golfe Persique. Ce qui rend cet événement encore plus choquant, c'est qu'un navire comme l'USS Gerald R. Ford ne navigue jamais seul. Un porte-avions est toujours entouré d'un réseau entier de protection connu sous le nom de groupe aéronaval. Ce groupe agit comme une forteresse mobile en mer. Il était conçu pour défendre le porte-avions contre les menaces venant de l'air. Il protège également contre les menaces venant de la surface de l'océan, et même contre celles venant des profondeurs sous-marines. Autour du Ford se trouvaient plusieurs couches de défense fonctionnant en même temps. 2 destroyers avancés, équipés de puissants systèmes de défense antimissiles, surveillaient constamment le ciel. Ils recherchaient des menaces entrantes. Un croiseur aidait à coordonner les armes et les systèmes radars de tout le groupe. Cela transformait la flotte en un bouclier défensif connecté. Sous l'eau, des sous-marins d'attaque surveillaient silencieusement la zone environnante. Ils cherchaient des sous-marins ennemis. Ils surveillaient aussi les dangers sous-marins avant qu'ils puissent s'approcher. Au-dessus des navires, des avions de surveillance étaient en opération. Des systèmes de guerre électroniques fonctionnaient également en permanence. Ils tentèrent de détecter les signaux hostiles. Ils cherchaient aussi à perturber les tentatives de ciblage ennemi. Chaque élément technologique de ce groupe était conçu pour arrêter les attaques bien avant qu'elles atteignent le porte-avions. Au total, il existait 11 couches différentes de défense entre le porte-avions. Et toute arme entrante. Pourtant, ce matin, ces couches n'ont pas suffi. Selon les premiers rapports, l'attaque qui a frappé le porte-avions n'était ni aléatoire ni précipitée. Elle semble avoir été le résultat d'une opération soigneusement planifiée. Cette opération aurait probablement été étudiée et préparée pendant des années. Les planificateurs militaires semblent avoir conçu cette frappe spécifiquement pour défier la structure défensive du groupe aéronaval. L'attaque serait venue de plusieurs directions presque au même moment. Certaines armes se sont approchées à des vitesses extrêmement élevées. Elles allaient
plus vite que ce que la plupart des systèmes traditionnels de défense antimissiles peuvent gérer. Ces missiles hypersoniques sont arrivés de plusieurs directions en quelques secondes. Cela a forcé les systèmes défensifs à répondre à plusieurs menaces simultanément. Au même moment, d'autres missiles ont été lancés sur des trajectoires balistiques. Ils sont descendus depuis de très hautes altitudes. Ces angles d'attaque sont plus difficiles à intercepter pour les défenses navales. Ces armes visaient le porte-avions depuis le dessus. C'est une zone où de nombreux systèmes défensifs sont moins optimisés pour réagir rapidement. Pendant ce temps, d'autres missiles de croisière auraient volé juste au-dessus de la surface de l'océan. Ils se déplaçaient très bas au-dessus de l'eau. Cette trajectoire leur permettait de rester cachés sous la détection radar le plus longtemps possible. Lorsque ces missiles sont finalement apparus clairement sur les écrans radars, la distance restante était déjà très courte. Au total, la frappe a combiné plusieurs types d'armes venant de plusieurs directions. Toutes sont arrivées en quelques secondes seulement. Cette stratégie a forcé les systèmes défensifs à diviser leur attention. Ils ont dû réagir presque simultanément à des menaces, se déplaçant à différentes vitesses et à différentes altitudes. Malgré les 11 couches de protection autour du groupe aéronaval, l'attaque semble avoir réussi à percer les défenses. Pour comprendre pourquoi cela est si important, il faut considérer l'ampleur de ce qui a été perdu. La marine des États-Unis exploite au total 11 porte-avions. Le Ford appartient à la classe la plus récente de porte-avions. Cette classe représente la prochaine génération de technologie navale américaine. Seuls quelques navires de cette classe existent actuellement. D'autres sont encore en construction. La plupart des porte-avions restants appartiennent à la classe Nimitz. Ce sont des navires qui servent depuis des décennies. Ils ont été conçus il y a de nombreuses années. Ils ont été modernisés plusieurs fois au fil du temps. Mais ils n'ont jamais été entièrement redessinés. Remplacer un navire comme le Ford n'est pas simple. Dans des conditions idéales, en construire un autre prend plus d'une décennie. Le coût dépasse les 13 milliards de dollars. Même avec un financement illimité, le système industriel qui construit ces porte-avions a ses limites. Il existe essentiellement un seul grand chantier naval aux États-Unis capable de construire des porte-avions à propulsion nucléaire. Il s'agit de Newport News Shipbuilding en Virginie. Les ingénieurs qui conçoivent ces navires possèdent des compétences très spécialisées. Les soudeurs et les techniciens qui travaillent sur ces projets sont également hautement qualifiés. Cette main-d'œuvre ne peut pas être agrandie du jour au lendemain. Pour cette raison, remplacer le porte-avions perdu ne peut pas se faire rapidement. Le calendrier de production signifie que le vide laissé derrière lui restera pendant des années, et ce vide crée un défi majeur. La marine américaine fait normalement tourner ses porte-avions dans le monde selon un calendrier soigneusement équilibré. Un groupe aéronaval est déployé, un autre se prépare à être déployé, un troisième revient d'opération et entre en maintenance. Ce système de rotation permet à la marine de maintenir une présence constante dans les régions clés. Avec la perte d'un porte-avions, ce système devient plus difficile à maintenir. Cela signifie que certaines régions du monde pourraient ne plus voir la présence d'un porte-avions américain lorsqu'elles en avaient habituellement un. L'un de ces endroits pourrait maintenant être le golfe Persique lui-même. La situation dans le golfe Persique est maintenant entrée dans un territoire complètement nouveau. Pendant des décennies, les porte-avions ont été la pièce maîtresse de la présence militaire américaine dans la région. Leurs immenses ponts d'envol attiraient immédiatement l'attention. Leurs avions de chasse représentaient une puissance aérienne impressionnante. Les navires d'escorte qui les entouraient formaient une protection constante. Tout cela servait de rappel visible que les États-Unis pouvaient réagir rapidement à presque toute menace dans la région. Mais après ce qui s'est produit ce matin, envoyer un autre porte-avions dans les mêmes eaux n'est plus une simple décision opérationnelle. Cela devient une décision politique beaucoup plus importante. Les chefs militaires peuvent recommander différentes stratégies. Cependant, les responsables élus et la direction nationale doivent évaluer les risques. Cela est particulièrement vrai après la perte d'un navire transportant des milliers de marins. Lorsqu'un navire aussi puissant et fortement protégé que l'USS Gerald R. Ford peut être détruit, chaque gouvernement observant cet événement commence à poser la même question difficile. Si quelque chose comme cela peut arriver au porte-avions le plus avancé jamais construit, qu'est-ce que cela signifie pour tous les autres navires opérant dans la région ? Cette question ne reste pas seulement dans les cercles militaires, elle se propage rapidement à travers les gouvernements. Elle atteint également les marchés financiers. Les industries énergétiques du monde entier commencent aussi à l'examiner. L'un des premiers domaines affectés est l'approvisionnement mondial en pétrole. Environ 20% des expéditions quotidiennes de pétrole dans le monde traversent le golfe Persique. Des pétroliers transportant des millions de barils passent chaque jour dans ces eaux. Ils fournissent de l'énergie à des pays d'Asie. Ils alimentent également des économies en Europe et dans d'autres régions. Si les entreprises commencent à croire que les routes maritimes dans cette zone ne sont plus protégées, le coût du transport du pétrole augmente immédiatement.
Les capitaines de pétroliers doivent alors considérer des risques plus élevés. Les compagnies maritimes font face à des coûts d'assurance plus importants. Les institutions financières commencent à ajuster leurs calculs de risque pour toute cargaison traversant la région. Lorsque ces coûts augmentent, le prix du pétrole suit généralement la même direction. Et lorsque les prix du pétrole augmentent, les effets se propagent rapidement dans l'économie mondiale. Les coûts de l'énergie influencent presque tout ce que les gens achètent et utilisent chaque jour. Du transport à la production alimentaire, presque chaque produit dépend de l'énergie à un certain moment de son parcours vers les consommateurs. Cela signifie qu'un événement se produisant dans une partie du monde peut affecter silencieusement des foyers situés à des milliers de kilomètres. Une famille qui paye plus cher pour le carburant peut ressentir cet impact. Le coût de l'électricité peut également augmenter. Même le prix du gaz de cuisson peut être touché. Ces familles ne pensent maintenant peut-être pas immédiatement à un conflit naval dans le golfe Persique. Pourtant, la connexion existe à travers la chaîne des marchés énergétiques et des systèmes d'approvisionnement mondiaux. Les marchés financiers sont également très sensibles à ces changements. Les porte-avions ne sont pas seulement des outils militaires. Ils représentent aussi une forme de stabilité dans les régions stratégiques. Lorsqu'ils opèrent normalement, les investisseurs supposent que les principales routes maritimes resteront protégées. Ils pensent également que l'approvisionnement énergétique restera stable. Lorsque cette hypothèse disparaît soudainement, les marchés commencent à ajuster leurs attentes très rapidement. Un autre sujet que les analystes examinent maintenant est la manière dont la force attaquante a pu localiser et suivre le porte-avions avec une telle précision. Les groupes aéronavals ne restent jamais au même endroit. Ils se déplacent constamment sur de vastes zones océaniques. Leurs mouvements suivent souvent des schémas conçus pour éviter toute prévisibilité. Pour qu'une attaque coordonnée réussisse, les assaillants auraient besoin d'informations très précises et récentes sur la position du navire. Ils devraient également connaître sa direction. Sa vitesse serait aussi une information essentielle. Ce type de données de ciblage nécessite généralement des capacités de surveillance avancées. Cela peut inclure des satellites. Cela peut aussi impliquer des systèmes de renseignement électronique. D'autres formes de suivi à longue distance peuvent également être utilisées. Comprendre comment ces informations ont été obtenues pourrait devenir l'une des enquêtes les plus importantes à suivre. Partout dans le monde, les gouvernements étudient attentivement les implications. Les planificateurs militaires réexaminent des stratégies établies depuis longtemps. Les analystes réévaluent également certaines hypothèses sur la guerre navale qui existent depuis des générations. Pendant des décennies, les porte-avions étaient largement considérés comme des symboles de puissance presque intouchables. Ils pouvaient influencer les événements simplement en apparaissant près d'un littoral. Dans de nombreux cas, leur présence seule suffisait à décourager un conflit avant même qu'il ne commence. Aujourd'hui, cette croyance est remise en question. Les porte-avions qui restent en service sont toujours extrêmement puissants. Chacun d'eux transporte encore des dizaines d'avions. Chacun représente une capacité militaire énorme. Mais l'idée qu'ils ne peuvent pas être contestés a clairement été ébranlée. L'histoire change parfois lentement au fil des décennies. Mais parfois, elle change en un seul moment. Pour de nombreux observateurs, ce matin dans le golfe Persique pourrait devenir l'un de ces moments. Un navire d'une valeur de 13,3 milliards de dollars repose maintenant sous l'eau. Il mesurait plus de 1000 pieds de long. Il transportait des milliers de marins. Et avec lui, une hypothèse de longue date sur la domination navale pourrait également avoir sombré. Le monde passera les prochains jours et les prochains mois à essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. La Russie dispose de systèmes avancés, de missiles hypersoniques et de capacités sous-marines conçus pour neutraliser les États-Unis, déclare la directrice de renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, après de longues enquêtes menées au sein de la communauté du renseignement américain qui regroupe pas moins de 18 agences, dont la CIA. Le rapport de la communauté du renseignement américain est clair, sans équivoque. La Russie demeure une menace majeure pour les États-Unis et conserve des capacités militaires capables de mettre directement le territoire américain sous pression. Moscou maintient cette capacité de dissuasion afin d'imposer une forme de retenue stratégique à Washington, même si la Russie subit des pertes sur le théâtre ukrainien. Le document reconnaît également que la Russie n'a pas engagé l'ensemble, ni même la moitié de son arsenal le plus avancé, le plus destructeur et le plus stratégique en Ukraine. Depuis le début du conflit, Moscou s'appuie surtout sur des forces conventionnelles terrestres. Quelques missiles hypersoniques aéroportés ont été utilisés, mais en nombre limité et sans mobiliser toutes leurs capacités potentielles, notamment celles liées à l'arsenal nucléaire.
Plusieurs systèmes stratégiques, parmi les plus redoutables de la Russie, n'ont jamais été employés dans cette guerre. De même, les capacités les plus extrêmes en matière d'antisatellites nucléaires ou de cyber-opérations offensives prépositionnées ne sont pas entrées en jeu en Ukraine. En gros, la Russie conserve en réserve ses systèmes les plus disruptifs et ses armes de dernier recours afin de dissuader une escalade directe. La Russie maintient un avantage technologique et asymétrique sur les États-Unis dans l'hypothèse d'une confrontation longue et globale. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Vladimir Lénine dit sous besoin crason pays, il suffit qu'on intègre système éducatif li. Malcolm X dit même bagay la tout. Laisse ça ti moun yo pour l'école pour yo sorte au lieu pour y aller à l'école pour augmenter capacité de réflexion bien capacité de raisonnement yo. Yon a plus gros problème qu'a fait face dans un pays, c'est les nèg qui ta dans position surtout si la qui les têtes yo intellectuel prend de li pour yo capable égarer de moun qui t'a supposé prend yo pour modèle ou bien moun qui prend yo pour modèle. Gen yon réflexion qui a dégagé sur internet là de nèg qui et relé tête yo intellectuel, me pense que qui très dangereux pour génération qui venir. Ou gen impression nek ça ou gen une mission spécifique, mission yo c'est fait haïtien rayi Haïti. Yo dévaloriser pays ya, yo vle retirer identité ou. Yo vle retirer souye, yo vle faut comprendre que sans États-Unis ou pas rien. Ou pas supposé émettre une réflexion contraire, ou pas supposé gagner une idéologie contraire par rapport avec politique extérieure des États-Unis. Yo faut croire que pour que c'est en Amérique ou tout bagay États-Unis fait ou supposé supporter États-Unis. Ou pas même gen droit pour émettre une réflexion même si ou gen capacité pour capable venir pour défendre idée qui ou vinn avec. Je pense que c'est très dangereux. Mais encore l'autre fois, on pas grand rien qu'a fait avec moun sa yo parce que c'est deux moun qui apprennent saute. Si ou pas bien avec un moun, peut-être yon moun pas bien avec ou son reste moun. C'est peut-être ça moun sa yo c'est projet moun yo ye. Yo pas moun, c'est pas deux moun qui fin moun vrai. Maintenant pour faire attention avec ça ou attendez. Et m'a continuer dire ou même bagala état que jeune garçon, jeune fille ou gen droit pour émettre réflexion pa ou depuis ou gen capacité pour défendre thèse pour défendre idée qui ou vinn avec. Dans guerre entre États-Unis avec Iran ou pas obligé pour Iran ou pas obligé pour États-Unis comme ça ou ka gen ou gen droit pour Iran ou gen droit pour États-Unis parce que guerre ça li influencer ou la continuer influencer ou chaque jour qu'a passé. C'est pas comme hier. Je dis à le monde li résumé à 5000 gouttes. Information je dis à li mesuré à 5000 gouttes de pour acheter un téléphone intelligent. Donc réalité a changé. Pas gen personne moun qui possédait la totalité de la connaissance je dis
L'autant on bon nèg te content de qui les têtes intellectuels, c'est eux qui mettent des pour parler au doué chita parce que c'est eux même qui te gon bibliothèque qui te gen 10 livres plein poussière sous lui. Réalité yo changé jodi a. Pas occuper personne moun k'ap mette yon idée dans tête ou gen capacité pour ou c'est yon âme à part entière. Si nèg sa yo vend nam yo pour un visa, yo vend nam yo pour yon green card, yo vend l'esprit yo. Si nèg sa yo déjà m'ta dit endoctriné ou même pas obligé rentrer là-dedans. Ou ka prendre temps, ou ka chita pour réfléchir et puis pour analyser chaque parole qui dit, pour analyser chaque déclaration qui fait pour ouais, est-ce que déclaration ça yo marché avec soye tant que moun avec valet principal ou. Chaque action qui posée ou gen droit pour analyser action ça yo. Ou pas obligé battre bravo pour tout ça moun dit ou bien pour tout ça moun fait. Je dis à sous plan géopolitique, pas personne qui gagne qui possède la totalité du savoir. Réalité a li complètement changé jodi a. Mais ça qui plus fait mal dans ça nek ça yo a fait là, c'est parce que yo a poussé pour Haïti. Yo a poussé la jeunesse, c'est comme si yo dit tout monde ça yo là ou que pas gen droit rester là, c'est comme si Haïti c'est une colonie des États-Unis. Et là plus grave que ça ne pensait. Et puis c'est moun sa yo qui gen voix. En tout cas. Vidéo ça joine si pour Tax One. Tax One c'est plus gros compagnie taxe qui gagne États-Unis. Si ou pas ka déplacer, relé yo, y a vinn fil taxe là pour la kayou. Sou occupé dans travail ou relé yo pas zoom, y a fil taxe là pour. Sou pas gen machine, ti moun yo en pile dans main, relé yo, y a voye yon machine first class vinn chacho pour al fil taxe là et puis maintenant tourner la kayou encore. Relé yo dans 800 334 0336. Tax One. Au cas de panne de nous. Allez. Quelque chose se passe qui est presque difficile à croire, même quand on l'entend plus d'une fois. Environ 60 chasseurs américains sont stationnés à la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, et ils ne sont pas seulement endommagés ou en attente de réparation. Ils sont en train de brûler, pas lentement, pas de manière contrôlée, mais complètement détruits dans le genre d'incendie qui se produit lorsque tout arrive au pire moment possible. Ce n'étaient pas des avions vides laissés inutilisés, ils étaient entièrement prêts à l'action. Carburés, armés, vérifiés, et prêts pour des missions qui devaient avoir lieu le lendemain matin. Et d'une manière ou d'une autre, celui qui a planifié cette attaque savait exactement quand cette fenêtre se produirait. Il savait où les avions étaient garés, dans quel état ils étaient, et quand ils seraient tous le plus exposés en même temps. Ce nombre à lui seul, 60 avions, est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter et réfléchir. Les États-Unis ont une grande force aérienne, avec des milliers d'avions répartis dans différentes branches, mais perdre 60 chasseurs avancés en une seule frappe, à une seule base, en quelques minutes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit à l'époque moderne. En fait, il faut remonter jusqu'à l'attaque de Pearl Harbor en 1941 pour trouver quelque chose de comparable à ce niveau de perte soudaine dans l'aviation américaine. Mais voici ce qui rend ce moment encore plus grave. À l'époque, l'attaque a été une surprise lorsque le pays n'était pas entièrement préparé à la guerre. Cette fois-ci, la base était déjà en état d'alerte maximale. Depuis plus de 2 semaines, elle fonctionnait dans des conditions de combat actifs. Il disposait de systèmes de défense avancés, de protection contre les missiles, de couverture radar, et de tout ce qui est censé protéger une base comme celle-ci. Et pourtant, l'attaque a réussi à passer à travers tout ça. Ce qui s'est passé ici ne concerne pas seulement la destruction d'avions. Il s'agit d'un système qui était censé les protéger, échouant sous une pression très spécifique et bien planifiée. Restez avec moi, car cette histoire ne concerne pas seulement une base ou une attaque. Ce qui s'est passé à Al Udeid était quelque chose qui pourrait changer la manière dont ce conflit entier évolue. Cela affecte la stratégie militaire, la sécurité mondiale, et même la vie quotidienne de manières qui ne sont pas évidentes au premier abord. Avant de plonger plus profondément dans les détails, je veux rapidement mentionner quelque chose d'important. Sur chaîne, nous parlons souvent des schémas dans les événements mondiaux, des choses comme les tensions croissantes, la pression économique et les chocs soudains qui semblent surgir de nulle part mais qui suivent, et en réalité, un schéma. En étudiant ces tendances, un guide complet a été créé pour expliquer les signes avant-coureurs et les moyens simples pour que les gens se préparent à des temps incertains. Si vous souhaitez explorer cela, vous pouvez le trouver lié ci-dessous. Continuons maintenant. Pour vraiment comprendre pourquoi cette attaque est si importante, vous devez d'abord comprendre ce qu'est réellement la base aérienne d'Al Udeid.
Ce n'est pas simplement une autre base militaire dans la région, c'est le centre névralgique des opérations américaines dans une vaste partie du monde. La base est située juste à l'extérieur de Doha, la capitale du Qatar, et elle est utilisée par les États-Unis depuis plus de 2 décennies. C'est immense, construit pour accueillir presque tous les types d'avions de la flotte américaine. Des avions de transport lourds aux bombardiers à long rayon d'action et aux chasseurs avancés, tout peut opérer depuis cet unique emplacement. Plus important encore, ce n'est pas seulement un endroit où les avions décollent et atterrissent, c'est aussi là que des décisions majeures sont prises. Le centre de commandement qui supervise les opérations militaires dans une vaste région, y compris des parties du Moyen-Orient et au-delà, fonctionne depuis cette base. Cela signifie que la planification, la coordination et l'exécution se rattachent toutes à cet endroit unique. Et au sol ce matin, il ne s'agissait pas d'avions au hasard. Ceux-ci étaient des avions soigneusement sélectionnés et organisés pour fonctionner ensemble comme un système complet. Certains étaient des chasseurs furtifs conçus pour éviter la détection. D'autres étaient reconstruits pour des frappes lourdes. Et certains étaient là pour bloquer les défenses ennemies ou perturber les systèmes radars. Chacun avait un rôle, et ensemble, ils formaient un plan d'opération complet. Donc, quand ces avions ont été touchés, ce n'était pas seulement une perte d'équipement, c'était la perturbation d'une opération entière avant même qu'elle ait eu la chance de commencer. Je dois pas payer plus de 650 € pour aller au Sri Lanka, j'y suis actuellement et je vais te montrer comment faire avec kayak. En gros, je cherche un endroit pour partir. Entière avant même qu'elle ait eu la chance de commencer. Ce qui rend cette situation encore plus grave, ce n'est pas seulement les dégâts, mais la manière dont cela s'est produit. Ce n'était pas une frappe aléatoire ou un coup de chance. C'était planifié de manière à montrer une compréhension profonde de la façon dont les défenses américaines fonctionnent, réellement, presque comme si quelqu'un avait étudié chaque couche, puis conçu un moyen de les briser une par une. Al-Udeid était protégé par plusieurs niveaux de défense, pas seulement un système. Il y avait des défenses antimissiles à longue portée destinées à arrêter les menaces, avant même qu'elles ne s'approchent. Il y avait des systèmes à plus courte portée pour attraper tout ce qui volait plus basse ou qui passait à travers. Il y avait des défenses de dernière minute placées autour de la base elle-même, conçues pour détruire tout ce qui s'approchait trop. En plus de cela, il y avait une couverture radar dans les airs, scrutant constamment les dangers. Tout cela était actif. Tout fonctionnait. Et pourtant, en quelques minutes, cela a été submergé. L'attaque est venue par vagues, et le timing entre ces vagues est ce qui l'a rendue si efficace. La première vague visait les yeux du système de défense. Au lieu de s'en prendre aux avions immédiatement, la frappe s'est concentrée sur les systèmes radars, la partie qui permet à tout le reste de détecter les menaces entrantes. Une fois que ceux-ci étaient endommagés ou neutralisés, le reste des systèmes de défense étaient toujours là, mais ils étaient essentiellement aveugles. Juste après cela, une deuxième vague a suivi presque immédiatement, se déplaçant à une vitesse extrêmement élevée. Ces armes étaient conçues pour frapper avant que les systèmes ne puissent se rétablir ou se réinitialiser. Avec les principaux systèmes de détection déjà affaiblis, il y avait très peu de temps pour réagir. Puis vint la phase suivante, qui s'est déplacée à basse altitude, restant sous ce qui restait de la couverture radar. Ces frappes ne visaient pas des cibles au hasard. Ils frappèrent des emplacements précis, des rangées spécifiques où les avions étaient stationnés. Ce niveau de précision ne se produit pas par hasard. Cela nécessite des informations en temps réel ou des données très récentes sur ce qui se trouvait sur le terrain et où. En même temps, une autre partie de l'attaque a touché des zones de soutien comme les dépôts de carburant et les zones de maintenance. Il ne s'agissait pas seulement de détruire des avions. Il s'agissait de s'assurer que, même si quelque chose survivait, cela ne pourrait pas être utilisé de sitôt. Pas de carburant, pas de réparation, pas de reprise rapide. Tout cela s'est produit en quelques minutes. Plusieurs couches de défense, construites pour protéger l'une des bases les plus importantes de la région, ont été contournées dans une séquence qui semblait presque répétée. Et cela soulève une question très inconfortable. Comment savaient-ils autant de choses ? Savoir où se trouvent les bâtiments, c'est une chose. Cela peut être vu depuis les satellites. Mais savoir quels avions sont prêts pour les missions, lesquels sont ravitaillés, et exactement quand ils sont les plus vulnérables, est un niveau d'information différent. Ce genre de détail provient généralement de sources internes, de communications interceptées, ou des deux. Quelle que soit la source, cela signifie que cette attaque ne concernait pas seulement la puissance de feu. C'était aussi une question d'intelligence, de planification et de synchronisation, travaillant ensemble à un très haut niveau. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour les opérations aériennes en cours. Jusqu'à présent, la puissance aérienne a été l'un des principaux outils utilisés dans ce conflit. Des avions effectuant des missions quotidiennes, menant des frappes, soutenant des opérations dans toute la région. Et une grande partie de cette activité était lancée depuis cette seule base.
Les avions qui ont été détruits ne constituaient pas l'ensemble de la force, mais ils étaient une partie clé de ce qui était prévu ensuite. Les remplacer n'est pas simple. Déployer de nouveaux avions dans la région prend du temps, nécessite de la coordination et des systèmes de soutien comme les avions de ravitaillement, qui ont déjà été réduits plus tôt dans le conflit. Même si des remplaçants arrivent, ils atterriront sur une base qui vient de montrer sa vulnérabilité. Cela change la façon dont les pilotes pensent, comment les missions sont planifiées et combien de risques les commandants sont prêts à prendre. Les missions ne s'arrêteront pas complètement, mais elles changeront. Ils peuvent devenir plus lents, plus prudents et moins agressifs. Et dans une situation comme celle-ci, même de petits changements de rythme ou de confiance peuvent avoir un grand impact sur le résultat global. Maintenant, déplacez l'attention un instant de l'aspect militaire au pays où tout cela se déroule. Le Qatar n'est pas seulement un point sur la carte. C'est un petit mais très important pays qui a passé des années à construire sa position dans l'économie mondiale. Depuis quelques semaines, il essaie de rester dans une position très prudente, accueillant une grande base américaine tout en ne s'impliquant pas pleinement dans le conflit. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, cet équilibre devient beaucoup plus difficile à maintenir. Quand une frappe comme celle-ci se produit sur votre terre, ce n'est plus quelque chose de lointain. Cela devient une partie de votre réalité. Et cela change la façon dont le monde vous voit, comment les investisseurs réagissent et comment les habitants de cet endroit se sentent en matière de sécurité. Les marchés réagissent rapidement à l'incertitude, et ce genre d'événement en crée beaucoup. Les systèmes financiers, les investissements et même les décisions commerciales quotidiennes commencent à changer lorsque le risque augmente soudainement. Ce qui s'est passé sur cette piste ne reste pas sur cette piste. Ces effets se répandent déjà, touchant des zones que la plupart des gens ne relieraient pas immédiatement à une frappe militaire. Maintenant, prenez du recul et regardez jusqu'où l'impact de cet événement unique s'étend vraiment, car il ne s'arrête pas à la base, ni même au pays où il s'est produit. Ce qui a brûlé sur cette piste affecte déjà des choses bien au-delà du monde militaire. Le Qatar ne se contente pas d'accueillir une base, c'est l'un des plus grands fournisseurs de gaz naturel au monde. Une grande partie de l'Europe dépend de cette fourniture, surtout après avoir perdu l'accès à d'autres sources ces dernières années. Et jusqu'à présent, une partie de ce système énergétique était protégée par les mêmes avions qui ont été détruits. Ces chasseurs ne restaient pas inactifs. Ils effectuèrent des missions pour sécuriser l'espace aérien, surveillant les menaces et aidant à prévenir les attaques contre les installations énergétiques. Avec ces avions partis, même temporairement, cette couche de protection est réduite. Et quand la protection diminue, le risque augmente immédiatement. Les marchés de l'énergie réagissent rapidement. Les prix n'attendent pas de longues explications ou de déclarations officielles. Au moment où l'incertitude apparaît, les chiffres commencent à bouger. Et lorsque les prix de l'énergie augmentent, cela n'affecte pas seulement un pays. Cela se propage à travers les industries, les chaînes d'approvisionnement et la vie quotidienne. Pensez à quel point tout est interconnecté. Une usine dans une autre partie du monde dépend de coûts énergétiques stables pour fonctionner sans accroc. Lorsque ces coûts augmentent soudainement, la production devient plus coûteuse. Ce changement avance pas à pas, des matières premières aux produits finis, jusqu'à atteindre les gens ordinaires qui achètent des articles du quotidien. Quelqu'un qui achète un téléphone, une voiture, ou même des biens de première nécessité pourrait remarquer une augmentation des prix sans en connaître la raison. Mais la chaîne remonte souvent à des événements comme celui-ci, une perturbation à un endroit provoquant des pressions ailleurs. Et ce n'est pas seulement l'énergie. La confiance mondiale en prend également un coup. Lorsqu'une base considérée comme hautement sécurisée est frappée de cette manière, cela oblige les gouvernements et les planificateurs militaires partout dans le monde à repenser leurs hypothèses. D'autres pays observent de près, pas seulement les alliés, mais aussi les rivaux. Ils étudient ce qui s'est passé, comment cela a été fait et ce que cela signifie pour leur propre système. Les stratégies de défense qui semblaient autrefois solides sont désormais remises en question. Si une base avec plusieurs couches de protection peut être frappée de cette manière, alors des bases similaires dans d'autres régions peuvent également être en danger. Cette pensée seule change la planification, les budgets et les décisions à long terme. En même temps, la pression politique commence à monter. De retour aux États-Unis, l'opinion publique avait déjà des sentiments forts à propos du conflit. Des événements comme celui-ci ne calment pas ces sentiments, ils les intensifient. Les questions commencent à se faire plus pressantes. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Comment cela s'est-il produit ? Et que va-t-il se passer ensuite ? Les dirigeants doivent désormais répondre non seulement par des actions militaires, mais aussi par des explications claires. Et lorsque les attentes ne correspondent pas à la réalité, cet écart devient très difficile à gérer. Il y a aussi le côté humain de cette histoire, qui reçoit souvent moins d'attention mais qui compte tout autant.
Cette frappe n'a pas touché un terrain vide. Il y avait des gens qui travaillaient là-bas, préparant ces avions, faisant leur travail dans le cadre d'une mission plus large. Les détails complets sont encore en train de sortir, mais il est clair que l'impact va au-delà de l'équipement et de la stratégie. Et puis, il y a la vue d'ensemble, celle sur laquelle l'histoire se concentrera plus tard. Des moments comme celui-ci deviennent souvent des tournants, pas à cause d'une seule action, mais à cause de tout ce qui la suit. La manière dont cette attaque a été menée, l'ampleur des dégâts et le message qu'elle envoie se combinent pour former quelque chose de plus grand qu'un simple événement. Cela change la manière dont le conflit est compris. Cela change la manière dont les décisions futures seront prises. À partir de ce moment, chaque mouvement sera influencé par ce qui s'est passé ici. Chaque mission, chaque plan, chaque calcul portera la mémoire de ce moment. Et c'est pourquoi ce n'est pas juste une autre mise à jour dans une situation en cours, c'est un tournant. Un moment où les choses cessent de se diriger dans la même direction et commencent à changer de cap. L'Iran a énervé Donald Trump. Oui, l'Iran a fait des frappes hier soir. C'est incroyable les informations que je vais vous donner. Je vous invite à partager massivement pour protéger la vidéo. Oui, la famille, l'Iran a frappé le plus grand jugement des gaz liquéfiés au Qatar. Oui, vous avez entendu. L'Iran a fait des dégâts hier. Ça va avoir de l'impact direct sur la vie de beaucoup de pays dans ce monde. Jusqu'à ce point que Emmanuel Macron a dit faut que l'Iran sèche les frappes sur les jugements des gaz liquéfiés au Qatar. Parce qu'ils ont frappé l'un des plus grands jugements des gaz liquéfiés au monde. Vous avez entendu. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont frappé en Israël. Oui. L'aéroport de Tel Aviv a été frappé. Oui. Plusieurs endroits à Tel Aviv en Israël a été touché. C'est une nuit qui va rester gravée quand même dans la mémoire des gens parce qu'ils ont fait des dégâts incroyables. C'est du jamais vu ce qu'ils ont fait. Et ils ont lancé des missiles à sous-munitions qui a fait des dégâts. Et ces missiles à sous-munitions, vous savez que, bon, Israël dit que ce n'est pas autorisé, selon le droit international, les missiles à sous-munitions ne sont pas autorisés. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Iran est en train de lancer ces missiles. Et donc du coup, ils appellent la communauté internationale quand même de voir de ce côté parce que l'Iran n'a pas le droit de lancer des missiles à sous-munitions. Vous savez, des missiles qui, quand on lance, quand ça arrive sur le ciel et tout, et que ça devient à plus de 80 ou 24 là, ces missiles là, ce n'est pas autorisé par le droit international. Mais sauf que l'Iran et puis Israël n'ont jamais ratifié cette convention. Les deux pays n'ont jamais ratifié. Donc du coup, eux, ça ne les concerne pas. Mais Israël a dit quand même qu'ils n'ont pas le droit de lancer ce genre de missiles. Donc hier, le dôme de fer n'a pas marché. Malheureusement, c'est les innocents. Comme je l'ai toujours dit, il faut que cette guerre ça s'arrête parce que c'est les innocents qui subissent. Oui. Donc la famille partage la vidéo iraniennes, des missiles porteurs de munitions à dispersion sont visibles dans le ciel. Ces petits groupes se dispersent dans des zones civiles de Tel Aviv, comme ici à l'est de la ville à Ramat Gan. Cet appartement du rez-de-chaussée est complètement détruit. Par chance, cette famille a eu le temps de se mettre à l'abri. Ainsi, vous pouvez voir des dégâts importants. Ces habitants n'ont plus de maison, ils n'ont nulle part où aller. C'est le résultat de ces bombes à sous-munitions qui sont délibérément lancées par l'Iran. Elles se dispersent à très haute altitude dans le seul but de toucher un... Ou même qui pas jamais connaît pour quelle raison Pasteur Moïse était en prison, eh bien, tant de textes ça, et on vient comprendre, ça qui a passé dans le pays d'Haïti, c'était un plan qui était écrit pour nous, mais en plus, nous peut-être, nous pouvons pas faire, ou bien nous t'ai fait tout, mais nous pouvons pas connaissance. Sorti 15 novembre 1884 pour arriver 26 février 1885, qui est donc 14 semaines et 5 jours dans Berlin. Allemagne, chef pays européen, et puis États-Unis, comme observateur, étaient rassemblés dans une direction Otto von Bismarck pour décider qui j'en y a divisé l'Afrique. Dans 14 pays qui étaient participés, pas même gagné, un leader africain qui était là. Et c'est ça qui était décidé de casser les frontières sans peuple à pas tout court. Eh bien, c'est même plan ça, jodi an, nèg yo a exécuté en Haïti. Mais plan, comment pour empêcher Haïti de développer? Si vous voulez empêcher Haïti de développer, vous n'avez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Un plan déjà inscrit, testé, et marché très bien avec succès.
Commencez par assurer Haïtiens yo pas jamais unis. Puis bon façon pour faire ça, c'est qu'un yo divisé entre moun milat ak moun noir, moun en haut ak moun en bas, nèg ville, nèg Port-au-Prince. Et puis ba yo différentes religions. Si jamais commencer travailler ensemble, rappelez yo tout vieux conflit, trahison qui te gagné entre eux. Financer gouvernement gang avec différents secteurs qui pour mettre yo dos à dos. Kembe yo nan un conflit qui pas jamais fini. Fait chaque fois yo fait un pas en avant, fait yo fait un pas en arrière parce que yo trop occupé dans goumen yon ak. Mettez l'idée k'ap servi intérêt étranger, mais pas intérêt peuple. Cherchez moun k'ap fait corruption qui plus facile pour manipuler. Moun qui envie riche, moun qui veut titre au lieu progrès pour pays. Offrir pouvoir en échange de loyauté. Si yon leader qui vini et puis qui soucie des pays, retirez le sous tout. Tout yel si ça nécessaire. Si ça trop compliqué, déstabiliser le gouvernement liant et puis supporter un coup d'État. Si y a parlé de nationaliser les ressources, ça veut dire faire tout bien yo vin pour bien l'État, tracer un exemple sur yo. Si y a essayé uni Haïti, éliminer yo avant l'idée ça a été engagé. Kembe Haïti faible économiquement et puis assurer qu'elle pas jamais industrialisé. Quitter yo exporter matières premières mais pas jamais permettre yo transformer pour compte yo. Contrôler mine yo, pétrole yo, minéral rayo. Kembe yo ap vendre bon marché et puis faire yo acheter cher. S'il t'a essayé de libérer tête li ou bâti propre industrie par li, ça pote li. Mettez sanctions, déstabiliser l'argent li, financer opposition locale là, craser économie li. Si ça pas marché, organisez une guerre civile. Parce que peuple qui a battu pour survivre, pas qu'à construire l'avenir. Assurer le système d'éducation produit seulement travailler, pas innovateur. Faire penser qu'il tire ces bagailles primitifs. Faire connaître que anciens ancêtres c'est sauvage. Avenir dépend des probations étrangères. Former pour mémoriser, mais pas pour réfléchir. Et puis pour te critique, rendre c'est là qui est bon et qui est brillant, à chercher une opportunité à l'étranger. Faire rêver quitter Haïti au lieu pour yo ranger. Offre yo bourse d'études pour faire ça qui gagne cerveau quitter pays. Et puis pour yo pas jamais retourner encore. Quitter pays à former docteur et ingénieur pour yo aller enrichir l'autre nation. Contrôler narratif yo qui donc y a répété chaque jour. Contrôler médias pays. Dicter histoire yo. Contrôler image yo. Nan jeu le monde. Fait yo quoi yo corrompi, yo sans espoir, y a toujours dans crise. Envahir écran yo, tant que téléphone, ak télévision yo, ak contenu qui gagne pour ouais, ak la misère, ak la guerre. Montrer yo publicité sous charité qui fait yo quoi, yo pas ka survivre sans aide étranger. Minimiser succès yo. Faire victoire remporter semblait être un événement isolé. Si un Haïtien vient avec une idée, innovation, révolutionnaire, qui porte des changements positifs, bail crédit à un investisseur étranger. Si un leader Haïtien vient avec une politique qui réussit, fait le paraître tant qu'une exception au lieu de preuve de compétence. Assurez-vous. Ok, excusez-nous. Assurez-vous, il y aurait été dépendant entre pays bien fondant d'être, entre pays à bien fondant d'être. Prêtez-vous à condition où vous pas ram qu'à respecter, forcez-vous privatiser toute bagaille. Aux compagnies étrangères posséder de l'eau, électricité, terre et la trier. Les yap souffri, bah yo aide assez juste pour yo vivre. Mais pas ram assez pour yo vivre indépendant. Servi à organisation charité tant qu'ONG pour créer un culture dépendant au lieu de résistance.
Fait yo quoi intervention étrangère nécessaire. Fait yo quoi yo pas qu'à résoudre propre problème yo. Fait yo penser yo toujours besoin d'aide étranger. Empêcher force pays militaire d'Haïti vin jam. Kembe la me yo a faible. Industrie défense pour yo pas jamais existé. Van yo zam pour yo goumen yon ak l'autre. Mais pas jamais qui te yo développer technologie militaire moderne. Si yo essaye bâtir une force défense solide, akizeli comme yo menace pour stabilité yo. Fait yo toujours besoin de force étrangère avec base militaire pour faire la paix. Conseiller étranger qui pour contrôler insécurité yo. Kembe yo vulnérable pour n'envahir yo. Fait coup d'état avec intervention étrangère. Formule simple. Diviser. Corruption. Exploiter. Mal éduquer yo. Contrôler yo. Kembe yo ap goumen yon ak l'autre. Fait yo toujours compter sur étranger pour jouer une solution pour pays ya. Kembe yo pauvre, dépendant, insécurité. Assuré yo, chaque fois yo essaye pour yo casser chaîne ça, yo joigne une résistance qui tellement fort que l'autre génération qui a venu l'a pensé 2 fois avant même qu'il t'a essayé. Bon, nous venons aujourd'hui. Suspend goumen entre nous. Suspend goumen entre nous-mêmes haïtiens. Mettez tête nous ensemble. Et si nous ne pas faire ça, c'est bien malheureux. Nous pourquoi sortir? Et je dis à vous pour qui raison pasteur Moïse dans la prison. C'est parce que monsieur te voulait développer Bola Kaili. C'est parce que monsieur t'a fait agriculture. C'est peut-être ça qu'il mette monsieur dans la prison. Et ça qui pire hein. Ou pas dire comme ça. Majorité président qui passe dans le pays, c'est parce que ils ont été des corrompus. Et ils ont besoin de moun sa yo même. Parce que son plan qu'a exécuté. Là où ça m'a porté dans le pays, à tout pas dire qu'on écoute le sorti. Eh bien, c'est 14 pays qui chita ensemble. Et dans 14 pays, ça yo, les États-Unis d'Amérique est là. Canada est là. La France est là. Allemagne est là. Et tant d'autres. Ou bien les pays occidentaux, yo tout est là. Eh bien, peuple ça, qui pas connaît, fait connaît ça pour moi. Partagez vidéo ça pour moi. Partagez texte ça pour moi. Parce que c'est le moyen pour qu'a fait pour clarifier peuple ça. Pour le connaître dans qui ça lié. Et quand pile nèg jodi qui be zam nan men yo, malheureusement, yo gen doit font travail que yo pas même connaît. Mais nous venons rappeler aujourd'hui. Où c'est frère? Où c'est sœur? N'a perdu pays. On suspend goumen entre nous. Pas quitter moun k'ap diviser ou k'ap djou pas k'ap passer quoi des bouquets, attestant qu'on a un problème avec maman son jour. Barbecue. Ou loi. Dixon dans ça vient. Nous tous c'est haïtiens. Mais qui plan été quitté pour nous? Peut-être qu'un pile nous qui doit prendre travail sans rendre compte. Peut-être même sans vouloir. Mais je dis, alors fin de texte ça. On pense à poser cette question. Ou pas qu'un autre pays, mon frère. Pays ça, c'est pays PAM. Et c'est pays PAO. On nous redéfinit bagaille. Parce que si c'est pas ça, ni moi, ni où, nous tout à mourir. Comme des imbéciles, comme des idiots, comme des lâches. Il y a un plan pour nous. On ne peut pas dire qu'on gouvernement pour nous. On met tête ensemble.